Entre-temps, la naissance de l'automobile que le cirque Barnum exhibe comme une attraction rare a provoqué une révolution que mesurent quelques chiffres. Daimler invente le moteur à explosion en 1883. 10 ans plus tard, la France compte 200 voitures. 3 000 en 1900, 53 000 en 1910, 107 000 en 1914. Les courses d'auto deviennent des événements. Le raid Paris-New York de 1910 marque leur triomphe. Une autre révolution va encore élargir les perspectives que l'auto vient d'ouvrir au marché pétrolier. L'adoption du mazout comme combustible par la première flotte de guerre du monde, la Royal Navy. Jusque-là, toutes les marines militaires utilisaient le charbon. Son embarquement était le cauchemar des équipages. C'est l'amiral Fisher, nommé premier lord de l'amirauté en 1907, qui, malgré ses détracteurs, va imposer cette brutale reconversion, soutenue par un jeune ministre promis un prestigieux avenir, Winston Churchill. La transformation de la Navy débute en 1910, mais le problème de son approvisionnement en mazout se pose. La découverte de pétrole en Perse tombe à pic. Le gouvernement anglais pousse Darcy ruiné à fusionner avec la Burma Oil. Ainsi naît en 1909 l'Anglo-Persian Oil Company. Son président, Lord Strathcona, et son directeur, Lord Greenway, viennent tous deux du Foreign Office. Quant au pauvre Knox Darcy, il sera bientôt définitivement évincé. Société anglaise à 100%, l'Anglo-Persian reçoit mission de fournir la Navy en mazout. En cas de guerre, l'Angleterre ne veut pas que le ravitaillement de sa flotte puisse dépendre d'une compagnie étrangère, même partiellement comme la Shell. En mai 1914, devenu à son tour ministre de la Marine, Churchill fait acheter par l'amirauté pour 2 millions de livres 51% des parts de l'Anglo-Persian, dont elle prend ainsi le contrôle. Shell viewed with some alarm. Shell s'était déjà alarmé de la création de l'Anglo-Persian, la future BP. Elle a violemment réagi contre la prise de participation du gouvernement britannique dans cette société. Néanmoins, le raffinage des premiers produits pétroliers extraits en Perse, essence et kérosène, a fait l'objet d'un contrat entre l'ABP et la Shell. Churchill repoussera catégoriquement les offres que lui font Marcus Samuel et Deterding au nom de la Shell. Churchill a toujours craint que les intérêts de la Shell, société internationale, puissent être contraires à ceux du gouvernement britannique. La Shell pouvait décider d'augmenter ses prix à son gré. Elle aurait pu abuser de sa position pour vendre son pétrole à la Navy à des prix excessifs. Churchill voulait éviter cela. Il n'a jamais été question que l'amirauté britannique dépende exclusivement de la Perse pour son ravitaillement. Cette dépendance n'a jamais excédé 40% des besoins de la flotte. Pour le reste, celle-ci n'a jamais refusé d'acheter du mazout à la Shell ou à d'autres compagnies. Fisher était très conscient que s'il y avait une guerre avec l'Allemagne, il avait besoin également des pétroles de la groupe Royal Dutch parce qu'ils avaient des champs de pétrole partout. Début 1910, l'Anglo-Persian a entamé la construction d'un port pétrolier à Abadan sur le golfe Persique. Prévu pour évacuer 400 000 tonnes par an, il ne sera achevé qu'en 1913, mais la première cargaison quitte Abadan dès 1912. En même temps, un pipeline long de 200 km est mis en chantier pour relier les puits de Majid Sulayman à Abadan. Pour acheminer jusqu'au gisement le ravitaillement et le matériel nécessaires, on percera des routes à coups de dynamite à travers les montagnes infestées de pillards. À l'aube de 1914, tout est achevé. La production des champs de pétrole perse atteint déjà 89 000 tonnes par an. À l'époque où Reynolds entamait ses forages en Perse,
l'ex-amiral Colby, ambassadeur des États-Unis à Istanbul, découvrait les feux éternels brûlant dans la région de Kirkouk, aux confins orientaux de l'Empire ottoman. D'importants bakchiches lui font obtenir à titre personnel l'autorisation du sultan de chercher du pétrole sur tout le territoire turc. Or, dès 1903, l'empereur d'Allemagne Guillaume II s'est fait concéder la construction d'une voie ferrée baptisée Bagdad-Bahn qui reliera Berlin à Bassora à travers tout l'Empire ottoman. La Deutsche Bank financera les travaux. En contrepartie, elle exploitera tous les gisements pétroliers découverts sur le tracé du Bagdad-Bahn. Les Anglais s'inquiètent, cette pénétration allemande en Turquie menace la route des Indes. En 1909, le sultan Abdulhamid est renversé par le mouvement réformiste des jeunes Turcs. Incapable de rembourser les dettes de l'Empire, son successeur Mohamed V se voit forcé d'entériner le contrat passé avec la Deutsche Bank et s'apprête aussi à confirmer la concession de Colby. Les financiers anglais qui contrôlent la banque turque s'insurgent et confient leur défense à Calouste Gulbenkian. Gulbenkian, qui avait acquis une solide expérience en Russie, à Bakou, dans l'industrie pétrolière, était du fait de ses contacts arméniens très connus et très introduits en Turquie. Quand Anglais et Allemands s'affrontèrent à propos des gisements pétroliers qui pouvaient exister en Mésopotamie et sur le point de savoir qui allait les contrôler, Gulbenkian s'interposa et leur dit « Laissez-moi tenter de vous mettre d'accord ». Après avoir évincé Colby, l'Arménien convainc les banquiers anglais de créer avec les Allemands une société commune dont il s'octroie un gros paquet d'actions. Il en cède aussitôt les 2/3 à la chaîne. Fureur de Churchill. L'anglo-persian que contrôle le gouvernement britannique doit avoir sa part du gâteau. L'Angleterre exerce alors un tel chantage militaire et financier sur les Turcs qu'en mars 1914, l'anglo-persian entre dans le consortium qui va devenir la Turkish Petroleum Company. Banquiers anglais contrôlant la banque turque et anglo-persian y détiennent 50% des parts. La Deutsche Bank 25% et la Royal Dutch Shell 25%. Gulbenkian fait transférer à la Turkish Petroleum le droit d'exploiter tous les champs de pétrole que traversera le Bagdad-Bahn dans l'Empire ottoman. Pour prix de sa médiation, on rétrocédera à Gulbenkian 5% des parts de la Turkish Petroleum. Désormais, on ne nommera plus l'Arménien que Monsieur 5%.